Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Jimmy Martin. Et Elodie, auditrice. Nous allons vous présenter le process de traitement des non-conformités chez Certifopac dans le cadre d'un audit Calliope. Alors déjà, on va partir tout bêtement de la définition d'une non-conformité. Il faut savoir qu'une non-conformité, c'est un écart par rapport aux exigences définies dans le référentiel national qualité. On va retrouver des non-conformités de deux types, une non-conformité mineure et une non-conformité majeure. La non-conformité mineure, c'est finalement un écart, mais qui ne remettrait pas en cause la qualité de la prestation. Donc c'est une prise en compte partielle finalement du niveau attendu de l'indicateur. Donc on est sur une prise en compte partielle. Pour le coup, la non-conformité majeure, c'est soit une prise en compte partielle ou une non prise en compte, mais là qui remettrait en cause la qualité de la prestation. Ça, c'est ce qui est dans les textes. Et moi, j'aime bien rajouter aussi entre parenthèses, au sens du référentiel. Parce qu'on peut très bien avoir des taux de satisfaction qui sont à faire rougir la concurrence à plus de 95%, voire même des fois 100%, des formations qui se déroulent très très bien tout le temps, et potentiellement obtenir une non-conformité, un écart mineur ou majeur, parce que il manque une information, on a une absence de formalisme, on a une absence de mise en œuvre sur tel élément. Donc voilà, faut pas se dire ah j'ai un écart donc ça veut dire que ça va pas, il faut tout révolutionner dans mon centre, ça va pas du tout, je vais arrêter. Non non, c'est voilà. Donc là-dessus, on est sur un process qualité, c'est un petit peu pareil sur d'autres référentiels, notamment les normes ISO. C'est pas parce qu'il y a des écarts que tout de suite on va fermer la boutique et que ça remet en cause tout le processus. Mais quand même, il va falloir traiter ces écarts si vous souhaitez être certifié ou maintenir votre certification. L'autre petit point que j'ajouterais par rapport aux non-conformités majeures qui peuvent être énoncées, c'est s'il n'y a pas de preuve documentaire associée. C'est une non-conformité majeure parce qu'on ne peut pas tester de la conformité d'un ou plusieurs indicateurs. Voilà. C'est une possibilité aussi. Oui, c'est vrai. Comment ça se passe concrètement, toi, Elodie? Donc, tu termines l'audit, donc tu as fait ta réunion de clôture, tu quittes les lieux. Comment ça se passe après derrière? Qu'est-ce que tu vas transmettre à l'audité pour qu'il puisse après traiter ces non-conformités? Tout à fait. Donc là, j'ai 5 jours ouvrés, en fait, donc hors samedi, hors dimanche, pour transmettre ce que l'on appelle un tableau des non-conformités et plan d'action corrective à vous, donc à la personne auditée. Donc ce tableau-là va reprendre pour chaque non-conformité identifiée, savoir quel indicateur ça concerne. On va retrouver le constat qui a été émis. Donc par exemple, indicateur 1, il manquait les prérequis sur tel programme de formation. Et puis le risque associé. Là, par exemple, pour cette histoire de prérequis, ça serait que les potentiels apprenants ne puissent pas s'inscrire en toute connaissance de cause, savoir si la formation est adaptée pour eux ou pas. Donc ce listing-là est effectué. On renseigne également les délais de traitement réglementaire. Donc 3 mois pour une non-conformité majeure, 6 mois pour une non-conformité mineure. Et puis là, ça va être à vous en fait de retourner ce qu'on appelle un plan d'action corrective pour chacune des non-conformités identifiées. Donc c'est concrètement dire qu'est-ce que vous allez mettre en place pour lever cette non-conformité-là et du coup atteindre le niveau attendu pour l'indicateur concerné. Alors, quand on dit plan d'action, j'ai parfois cette question, ah mais là il faut faire en détail un document sur 6 pages, une note de synthèse. Alors rassurez-vous, en fait ce qu'on va vous demander c'est vraiment des choses très factuelles, très précises. On va vous demander quelles actions vous allez mettre en place, quelles personnes pour les mettre en place. Donc si vous êtes tout seul, ça va être vous-même, mais sinon ça peut être un pilote défini dans votre organisme, un référent formation, un responsable qualité, ce genre de choses, et les délais. Donc le délai, ça peut être immédiatement parce que c'est quelque chose qui est très rapide et vous l'avez fait déjà. Donc immédiatement, vous allez je vais mettre à jour mes fiches programme, pilote moi-même et délai immédiat. Bon, super. Comme ça peut être création d'un questionnaire de satisfaction pour les financeurs ou pour les employeurs, pilote responsable qualité, délai 15 jours. Voilà, après là, il s'agit vraiment de vos propres délais. Ce ne sont pas encore une fois les délais de traitement réglementaire. Ça permet en fait de donner une idée, de savoir quand est-ce que ça va être mis en place. Voilà. En sachant que ces propositions d'action, plus elles sont précises et plus elles sont concrètes, plus c'est facile derrière à l'auditeur de vous faire un retour le plus rapidement possible pour valider ce plan d'action.
Tout à fait, oui. Là, il s'agit de, par la suite, une fois qu'on réceptionne ce plan d'action corrective, il s'agit pour nous, en tant qu'auditeurs, de valider la pertinence des actions que vous proposez. Tout simplement en se disant, bah voilà, en fait, cette action-là, si elle est mise en place, ça permet de répondre au niveau attendu. Ça, c'est le process, on va dire, général, que ce soit pour de la non-conformité mineure ou majeure. C'est là qu'on va partir maintenant avec deux branches vraiment différentes, puisque pour la mineure, l'auditeur a fait son job, on a validé le plan d'action, et derrière, je dirais, c'est pas bloquant si on n'a que de la mineure, on peut transmettre le dossier en décision de certification. L'audité a 6 mois pour mettre en œuvre ce qu'il a écrit, et ce sera vérifié à l'audit de surveillance, c'est ça. Tout à fait, oui, oui. La petite particularité sur laquelle il faut que vous soyez vigilant, c'est que lors de l'audit de surveillance, qui a lieu en moyenne 1 an et demi après, c'est que si cette non-conformité-là n'est pas réglée par rapport au plan d'action que vous avez proposé, elle est requalifiée en non-conformité majeure, ce qui peut du coup entraîner une suspension de votre certification le temps que vous remettez en conformité. Donc, il ne faut pas se dire, c'est bon, c'est de la non-conformité mineure, c'est cool, j'ai 6 mois pour le mettre en œuvre et on ne va pas venir vérifier. Non, parce que derrière, de toute façon, on vous demandera de prouver que vous l'avez mis en œuvre. Et si écart il y a, même si c'est encore de la mineure, ça basculera automatiquement en non-conformité majeure. Donc, c'est quand même important. Autre chose aussi par rapport aux non-conformités mineures, et ça va faire aussi la transition avec la majeure, c'est que vous avez une mineure, ok, 2, ok, 3, ça marche encore. Okay, oui. 4 aussi. 4 aussi. Attention, à partir de la 5e non-conformité mineure, il faudra en traiter au moins une pour redescendre au seuil de 4. Plutôt autant, je dirais, dans le sens où, imaginons qu'il y en a 6, là du coup ça sera 2 pour redescendre en fait à 4 maximum. Pourquoi? Parce que toutes celles qui seront supérieures à 4, donc la 5e mineure, la 6e et la 7e, et puis ainsi de suite, celles-là, il va falloir les traiter en non-conformité majeure. Donc là, en fait, c'est à vous de choisir quelle non-conformité vous allez traiter comme une non-conformité majeure. Voilà, c'est pas nous qui allons vous dire, sur les 6 que je vous ai donnés, là, il faut traiter ces deux-là. Non, c'est vous qui allez dire, c'est votre propre choix, c'est à vous de nous dire, celle-là, je les traite donc, comme une non-conformité majeure. Parce qu'elles sont plus faciles, elles sont plus rapides à traiter de manière générale. Bon, voilà. Comment on traite une non-conformité majeure? Donc, proposition d'action du client. Validation de la pertinence par l'auditeur. Et après, le petit point avant de passer là-dessus, c'est que si la pertinence n'est pas validée au premier abord, ça fait l'objet d'échanges en fait avec l'auditeur, où l'auditeur va vous dire, en fait, ce que vous me proposez, pour moi, ça ne va pas répondre au niveau attendu. En gros, réfléchissez, proposez une autre action corrective. Et à partir de là, donc dans le cas d'une non-conformité majeure, pour pouvoir lever cette non-conformité-là, il s'agit d'amener et d'envoyer en fait à l'auditeur une preuve documentaire pour pouvoir lever cette non-conformité-là. Une preuve documentaire uniquement dans le cadre de non-conformité majeure. Oui, bien sûr. Tout à fait. Alors après, on en a quelques-uns des fois qui souhaitent faire tout d'un coup, c'est-à-dire que même pour les non-conformités mineures, alors ils savent qu'ils ont 6 mois pour le faire et que ce sera vérifié à l'audit suivant, mais ils veulent quand même transmettre les éléments de preuve. Alors c'est possible, mais vous n'avez aucune obligation. C'est possible, il n'y a pas d'obligation. Nous, bon, c'est un peu plus rapide parce que derrière, on peut lever aussi les écarts en question. Voilà, après, je dirais, c'est la sensibilité de chacun par rapport à ça. Voilà. Et puis encore une fois, si dans le cadre des non-conformités majeures, la preuve apportée n'est pas pertinente ou alors ne colle pas à votre plan d'action, qu'il y ait un petit écart de ce côté-là, ça fera encore une fois l'objet d'échanges avec l'auditeur pour pouvoir correspondre du coup au niveau attendu et lever cette non-conformité-là. Donc en somme, le certificat, lui, il est délivré, dis-moi Jimmy, lorsqu'il n'y a plus aucune non-conformité majeure, c'est-à-dire lorsqu'elles ont toutes été levées, et lorsqu'on se situe à maximum 4 non-conformités mineures. Voilà, c'est ça. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que majeur, c'est bloquant. On ne pourra pas être certifié si on a encore de la majeure dans un dossier. Et c'est aussi bloquant si vous avez plus de 4 mineurs. Donc, il faudra au moins traiter. Voilà. Un organisme de formation peut très bien être certifié Calliope avec encore jusqu'à 4 non-conformités mineures dans son dossier. Dans les textes, c'est comme ça. Très bien. Donc, traitement des non-conformités. L'auditeur va faire un retour à son audité pour lui dire « Ok, c'est bon, j'ai levé les éléments de preuve » et va notifier, va lui dire « Donc, c'est tout bon, je transmets votre dossier en décision de certification. » L'auditeur va émettre un avis favorable ou défavorable sur votre certification. D'accord? Ce n'est qu'un avis, ce n'est pas lui qui est le décisionnaire final, bien sûr. Et va aussi émettre un avis sur la faisabilité technique
de votre audit suivant à distance. Uniquement dans le cadre où l'audit initial a été réalisé sur site. C'est ça. Voilà. Pourquoi? Parce que l'auditeur est, je dirais, quasiment, enfin, la seule personne à juger du bon fonctionnement, je dirais, technique ou même de vos compétences, de vos connaissances. Si, par exemple, il constate que tout le process est sous forme papier, il va peut-être, voilà, il va émettre un avis défavorable, peut-être en disant, bah, tout était papier, l'audit suivant en visioconférence, ça risque d'être compliqué parce qu'il n'y a rien qui est scanné, donc j'émets un avis défavorable. Ça ne veut pas dire que ce sera forcément le cas dans un an et demi pour la surveillance, mais c'est notifié dans votre dossier. Et attention, hein, ça ne va pas remettre en cause le fonctionnement de votre process qualité en interne, hein. C'est simplement un avis qui est mentionné pour que, encore une fois, l'audit de surveillance il soit fait de manière assez confortable, et pour vous et pour l'auditeur. Et ça ne remettra pas du tout en cause la délivrance de votre certification Calliope. Voilà. Je crois que c'est clair, on a répondu aux questions principales sur le traitement des non-conformités. Peut-être pour terminer quand même, puisque j'ai souvent la question, c'est finalement, est-ce que je vais devoir repayer si j'arrive pas à traiter mes non-conformités? Comment ça se passe au final si j'ai des difficultés, si j'ai un souci d'ordre personnel ou professionnel et que je n'ai pas le temps de traiter dans les délais? C'est-à-dire que sous 3 mois, j'arrive pas à envoyer les éléments de preuve à l'auditeur. Derrière, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Au final, est-ce qu'il faut tout recommencer? Est-ce que... Eh bien, là, en général, on planifie ce qu'on appelle un audit complémentaire pour pouvoir rebalayer donc, les indicateurs, les non-conformités sur lesquels vous avez eu des difficultés en fait, à lever pour vérifier en fait, que vous ayez bien compris le niveau attendu. Si encore une fois, le niveau attendu n'est pas compris, on vous le réexplique, hein, toujours sans faire de conseils, sans vous dire quoi faire, hein. Mais pour que ça soit le plus clair possible pour vous, là on va venir vérifier lors de cet audit complémentaire les preuves que vous pouvez amener par rapport à ces non-conformités-là et puis statuer par la suite. L'audit complémentaire, alors déjà il est très rare, hein, c'est oui, à peu près c'est vraiment très 1-2% peut-être du nombre d'audits. Tout simplement, l'audit complémentaire, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que de manière réglementaire, en tant que certificateur, on est assez libre par rapport à la modalité. Et donc, on va essayer de faire ça en toute intelligence. Si on a que 2 écarts majeurs à traiter avec vous et qu'en plus, bon, c'est des écarts peut-être, alors pas simples, mais je vais dire de manière documentaire ou des choses qui peuvent être prouvées simplement par documentation ou par échange, dans ce cas-là, déjà peut-être qu'on va planifier avec vous un audit en visio pour vous éviter les frais. Et puis aussi, on va essayer d'adapter la durée de l'audit par rapport au nombre d'indicateurs à évaluer. On ne va pas vous refacturer une journée d'audit si on a 2 indicateurs à évaluer. Donc, on essaie d'être assez pertinent, d'être assez intelligent sur la question. Maintenant, bien sûr, tout dépend aussi de votre capacité à traiter ce genre des cas. Et donc voilà, donc il faut comprendre que ça peut se passer, c'est très très rare, mais voilà, c'est bien de le savoir, au moins on est en toute transparence avec vous, on vous explique comment ça fonctionne. L'audit complémentaire, ça coûte le même montant que l'audit initial, donc si vous avez été facturé sur une journée, l'audit complémentaire sur une journée sera le même montant, si c'est sur une demi-journée, ce sera le même montant que sur une demi-journée normale. Voilà, donc là aussi, pas de surprise particulière. Tout à fait, hein. Puis après, je reviens sur le côté rare hein, de l'audit complémentaire. Du moment que, en fait, lors de l'audit initial, hein, surtout l'auditeur était à la fois très transparent dans ses explications, très claires, et que vous, en parallèle de ça, vous êtes dans une démarche vraiment d'ouverture d'esprit, hein, il n'y a pas de raison, en fait, que vous ne comprenez pas le niveau attendu de l'indicateur. Voilà, donc je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Merci de votre attention. Nous restons disponibles bien sûr par mail ou via la page contact du site web pour toute remarque ou pour toute question. On vous souhaite une très bonne journée et à très vite chez Certifopac. Merci.